Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'À nos rêves, le podcast des gens qui ont réalisé leurs rêves et qui nous racontent comment et pourquoi ils l'ont fait. Je suis Julie Simoniti, coach en réalisation de rêves. Et cet été, je me suis lancé le défi de réaliser moi aussi un de mes rêves, celui de faire un road trip autour de la France pour aller enregistrer des podcasts avec les personnes que j'avais rencontrées sur les réseaux sociaux dans ma démarche. Je suis partie sans voiture et sans argent pendant 2 semaines. Et j'ai eu la chance de rencontrer 14 personnes inspirantes sur mon chemin, dont je vais partager avec vous les témoignages. Épisode 6, Sylvain à Saint-Just-Saint-Rambert. Aujourd'hui, pour le 6e épisode de ma tournée, déjà, c'est allé vite, je suis accueillie chez Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour. Merci de m'accueillir chez toi. Donc on est installé dans ta cuisine. Il y a ta petite fille qui est en train de faire un plouf avec ton épouse. Et donc on est bien installé au frais, heureusement, parce qu'il fait très chaud dehors aujourd'hui. Donc je t'ai découvert grâce à LinkedIn, notamment grâce au challenge de l'explorateur dont j'ai déjà parlé dans d'autres épisodes, parce qu'il y a plein de gens que je rencontre sur cette tournée que j'ai rencontrés comme ça. Et j'ai vu tes posts qui parlait d'IA, qui parlait d'appareillage orthopédique, et je sais plus si c'est toi qui m'as envoyé un message ou si c'est moi qui t'ai contacté. Bref, on s'est connecté, puis je t'ai proposé de faire un podcast, et puis tu m'as dit pourquoi pas. C'est ça, je crois que c'est même moi qui est venu te parler. C'est possible, ouais. Oui. Est-ce que tu peux te présenter ton parcours, et notamment aussi le rêve que tu es en train de réaliser? Rêve, c'est un grand mot. On va dire en tout cas que c'est un projet et que c'est un souhait fort. Oui. Alors, rêve, c'est peut-être un peu trop. Donc moi, mon parcours, donc pour expliquer pourquoi j'ai eu ce projet, donc je suis en situation de handicap. Donc à l'âge de 6 ans, j'ai été diagnostiqué d'une maladie neuromusculaire. Donc j'ai toujours utilisé des appareillages orthopédiques. Donc la nuit, c'était des attelles de posture. Après, j'ai eu des corsets. Et à peu près à l'âge de 25 ans, j'ai commencé à avoir de plus en plus de mal à marcher. Et voilà, donc le parcours de soins classique, il m'a jamais trop apporté de solution. Donc au bout d'un moment, j'ai cherché par moi-même. Sur Internet, j'avais trouvé une solution. Donc je suis allé c'était à Paris. Donc j'ai testé et c'était le jour et la nuit avec tout ce que j'avais testé. Et presque, en fait, je remarchais comme si j'avais pas plus de handicap. Voilà, donc je les ai gardés pendant 3 ans. Il y avait quand même pas mal l'idée, elle était très bonne de l'appareil, mais la finition, c'était pas terrible. Il y avait pas mal de casses. Du coup, ça voulait dire qu'il fallait renvoyer l'appareil. Donc pendant ce temps, je faisais beaucoup moins d'activités. Et donc du coup, j'ai décidé en fait de les modifier moi-même, de changer certaines pièces et de les rendre quand même plus solides pour qu'il y ait moins de casse. Et du coup, voilà. Après, donc ces appareils m'ont beaucoup aidé pendant plus d'une dizaine d'années, mais la maladie évoluant, du coup maintenant j'ai encore de plus en plus de mal à marcher. Et ces appareils, en fait, ils aident, mais ils demandent beaucoup d'énergie à être utilisés. Donc maintenant, en fait, j'arrive plus. Mon périmètre de marche s'est grandement diminué. Donc il a fallu que je comprenne pourquoi et de me dire, en fait, les appareils que j'avais modifiés, ils sont plus vraiment adaptés. Donc je suis reparti dans une phase de chercher qu'est-ce qui pourrait m'aider. Donc je savais que le parcours de soins classique, peut-être à tort, mais en tout cas qu'il n'allait pas trop m'apporter de solution. Donc après, en fait, j'ai fait des démarches moi-même. Donc des recherches sur Internet, des recherches dans des publications scientifiques. Après, me dire, tel appareil, ça a l'air d'être bien. Donc après, trouver où je pourrais le tester. Donc après, prendre des rendez-vous, tester l'appareil s'ils ont des dispositifs de test. Voilà, donc j'ai commencé à faire ça depuis janvier. Je suis notamment allé en mai au Salon mondial de l'orthopédie où j'ai vu d'autres choses. J'ai fait plusieurs tests, testé même des exosquelettes.
Et voilà, et du coup, après, j'ai trouvé enfin un appareil qui m'aide. Bon, après, c'est pas miraculeux, mais en tout cas, je pense que ça va me permettre de marcher un peu plus longtemps. Et là, j'ai trouvé, donc c'est un fabricant allemand, et l'appareilleur est à Clermont-Ferrand. Ok, Et voilà. c'est beaucoup plus près déjà qu'en Allemagne. Ouais. Et à t'entendre expliquer tout ça, je me dis que ça doit prendre un temps énorme. Ouais, ça prend beaucoup de temps. Il faut avoir les capacités intellectuelles pour faire tout ça. Et du coup, quand on est en situation de handicap, il y a des gens qui ont aussi un handicap qui peut être, pas que physique. Donc du coup, eux, c'est sûr qu'ils vont pas avoir la possibilité de faire toutes les démarches que j'ai faites. Ça prend du temps, ça prend de l'argent. Ça utilise de l'argent. Quand je suis allé à Leipzig, c'était quand même un coût. Et puis c'est sur tes propres fonds de toute façon. Ah oui. C'est pas financé par rien du tout. Et ou quand j'ai fabriqué, j'ai modifié des appareils et après je les ai refabriqués, là ça a été sûr que ça allait pas pouvoir être pris en charge par la sécurité sociale. Ah oui. Mais bon, vu que ceux que j'avais trouvés sur internet, c'est pareil, ils n'étaient pas remboursés par la sécu. C'était hors sécurité sociale parce que c'était un peu spécifique. Et il coûtait, à l'époque, ça coûtait 3000 euros. Bon, quand je les ai faits, moi, j'atteignais pas ces 3000 euros. Ouais. Et en fait, par rapport à toute cette problématique, et de me dire, en fait, moi, j'arrive à trouver des solutions, mais bon, à quel prix et au bout de combien de temps? Et puis, du coup, je me dis, tous les autres personnes qui peuvent pas faire ces démarches, en fait, il se passe quoi pour eux? Oui, parce que finalement, ils sont juste empêchés de fonctionner au mieux parce que leurs prothèses ou leurs apparillages sont pas adaptés et eux peuvent rien faire, quoi. Oui, toi, au moins, tu as cette capacité à aller chercher d'autres solutions. Ouais, et après, on va être dépendant de... peut-être dans un plus grand centre, peut-être à Paris, ils connaissent plus de choses. Les médecins, du coup, ils vont pouvoir prescrire des choses peut-être plus adaptées. Mais peut-être à d'autres endroits, s'ils connaissent pas, tomber sur la bonne personne, puis on va pas changer, puis on sait pas. Donc voilà. Et du coup, je me suis dit, il y a quand même vraiment un problème. Donc j'ai cherché des études pour voir si c'était que moi qui avait ce problème. Et d'ailleurs, excuse-moi, je te coupe, j'ai une petite question. Est-ce que tu sais combien de personnes en France bénéficient d'un appareillage ? Alors, je sais pas précisément parce que c'est un peu dur à trouver ce genre de données. Ouais. Ce que je sais, c'est que après c'est très large, mais sur tout l'appareillage. Donc, je sais pas si, ça comprend quand même beaucoup de choses, mais il y a 22 millions de prescriptions par an en France. Est-ce que ça comprend aussi l'appareillage auditif, les lunettes ? Oui, c'est ça. Parce que les chiffres, en fait, on n'a pas des chiffres très précis. Ouais. Et je pense que même la sécurité sociale, en fait, même eux, ou alors peut-être qu'ils ne les communiquent pas, mais ils n'ont pas des chiffres aussi précis ou qui pourraient me dire juste les prothèses, c'est tant de personnes, ou peut-être ils ne les communiquent pas, mais en tout cas, oui, tout l'appareillage, c'est 22 millions de prescriptions par an en France. Énorme. Et c'est 1 milliard d'euros de dépenses par an pour la sécurité sociale. Ouais, donc là-dedans, il y a une part d'appareillages qui ne sont pas adaptés et qui ne seront peut-être jamais utilisés parce que... Et qui sont dans les placards. Et gaspillage, quoi. Ouais, et pour donner... pour se rendre compte, donc moi, les releveurs de pied, quand je les avais achetés donc par Internet, du coup, là, on voit les prix. Quand on est remboursé, en fait, on n'a pas forcément conscience du prix. Donc, c'était 3000 euros. Et là, les nouveaux que je vais avoir, donc, du coup, après, parce que moi, je me renseigne, mais on ne sait pas forcément. Mais là, c'est 2300 euros là. Donc, 4600 euros. Super. Et pour, par exemple, un genou électronique pour les amputés au-dessus du genou, là, ça peut être entre juste le genou électronique qui va leur permettre en fait de replier la jambe pour marcher. C'est entre 15 et 20 000 euros. Et sur des choses encore plus
encore plus technologiques, ça peut atteindre jusqu'à 100 000 euros. Donc ce serait dommage qu'une prothèse à 100 000 euros, finalement, ne soit pas opérationnelle. Ouais, après, ça l'est. Ouais. Ça va être opérationnel, mais c'est plus qu'elles ne sont pas adaptées pour tout le monde. Oui. Parce qu'en fait, après, bon, je ne suis pas amputé fémoral, donc ça serait dur d'en parler, mais ce que je peux, par exemple, je peux parler j'ai testé un exosquelette, et en fait, c'est la même technologie que pour les amputés fémorales. Et moi, quand j'ai essayé de le faire fonctionner, ça allait pas du tout, parce que c'est pas adapté avec mon handicap. Parce qu'en fait, c'est pour... moi, j'ai un déficit musculaire qui est global. J'ai tous les muscles qui sont atteints, alors que leur appareil, en fait, il va super bien marcher pour quelqu'un qui va juste avoir un déficit, par exemple, du quadriceps. Donc, si on n'a pas de quadriceps, on ne peut pas marcher. Enfin, on est en fauteuil roulant. Enfin, vous mettez cet appareil, vous remarchez. D'accord. En fait, ça fait, ça remplace la force musculaire, mais ça utilise les articulations de la personne. C'est ça, non? Ouais, mais c'est pas. Alors, c'est pas motorisé, mais c'est juste qu'en fait, c'est par un système de. Après, je sais pas exactement techniquement, mais en fait, ça vient lâcher, relâcher un élément qui se met sur le côté de la jambe, et en fait, qui remplace, du coup, ça utilise, je pense, la force des autres muscles, par exemple, pour remplacer le quadriceps. Mais moi aussi, ça fonctionnait pas, parce que, en fait, c'est leurs algorithmes, et ça se trouve, je pense que c'est peut-être les mêmes algorithmes pour les prothèses, enfin les genoux électroniques, là, pour les amputés fémorales, les amputés fémoraux plutôt. En fait, c'est basé sur la marche physiologique. Donc moi, la marche physiologique, c'est une personne qui marche normalement. D'accord. Mais moi, la marche physiologique, en fait, ça fait peut-être 15 ans que ma marche n'est plus physiologique. Ah oui, donc c'est pas le bon référentiel par rapport au fonctionnement de... Ouais, donc du coup, l'exosquelette, je le fais fonctionner très mal. Oui. Parce que des moments, ça verrouille alors que ça devrait pas. Parce que lui, il comprend pas que... Tu le fais bugger, quoi. Je le fais bugger, parce que lui, il s'attend à ce qu'on ait un type de marche. Oui. Et moi, je suis trop éloigné de cette marche-là. Du coup, je trouve que cet exemple-là, il illustre bien le fait que il ne peut pas y avoir deux appareillages identiques parce qu'il n'y a pas deux corps identiques dans certaines situations de handicap, quoi. Il faut vraiment que ce soit de l'ultra sur mesure et personnalisé. C'est ça. Après, les appareils ils sont sur mesure, mais il y a aussi que moi, si on trouve quelqu'un qui a la même maladie que moi, et en fait, moi, l'appareil que j'ai, il n'ira pas pour même si il a la même maladie, ça ira pas forcément. Bien sûr. Parce que même aussi après il y a ça, il y a la pathologie, il y a le stade de la pathologie, mais après il y a même ce qu'on veut en faire. C'est, je sais pas, s'il y a quelqu'un qui vous dit, moi principalement, moi ça me dérange pas trop en fait de rester assis, j'ai pas envie de trop marcher, ça sert à rien d'aller lui mettre un appareil si vous avez un appareil qui permet de recourir, moi ça peut pas être possible de recourir, mais que la personne de toute façon il a pas envie de faire ça, ça sert à rien. Donc ça doit être adapté à la pathologie, à la spécificité du stade où en est la personne ou du handicap qu'elle vit, et en même temps à son mode de vie. Oui, c'est ça. Et alors... Donc le projet, le rêve, c'est que, en fait, pour les prochaines personnes, que ça soit beaucoup plus simple, et qu'en fait, en France, on a la chance d'avoir la sécurité sociale qui rembourse, parce que c'est pas vraiment ça le problème. La plupart du temps, ils remboursent. C'est un défaut d'information. Donc en fait, c'est vraiment trop dommage que, en fait, les solutions, elles existent, mais par un défaut d'information, les gens, ils vont pas être bien appareillés, ou ils vont être appareillés sur des choses qui ne leur conviennent pas. Et donc défaut d'information des patients, mais aussi des médecins. C'est ça, effectivement. Ouais. Parce que le médecin, eux, ils ont les tâches administratives, ils font leurs consultations.
Donc, et puis les variétés de handicap, c'est très très multiple. Oui. Donc c'est sûr qu'eux, ils vont pas pouvoir passer leur temps à faire de la veille sur tous les appareils qui existent, les nouveautés, de faire de la veille sur les études scientifiques, voilà. Donc en fait, c'est les aider. Donc le projet, ouais, c'est créer une plateforme web pour centraliser tous les appareils qui existent. Donc en France, tous les appareils qui existent et qui sont remboursés par la sécurité sociale. Et maintenant, grâce à la technologie, grâce à l'intelligence artificielle, c'est de faciliter. Parce que si on a une énorme base de données et qu'on met des heures et des heures à chercher dedans l'information, ça va pas servir à grand-chose. Donc c'est grâce à l'intelligence artificielle. Donc soit le patient il indique ses problématiques, comme ça lui il pourra voir ce qui pourrait l'aider. Après c'est tout de suite le conseiller de lui dire voilà le parcours de soins. Donc tu as vu tel appareil qui pourrait peut-être te convenir. Donc on va lui expliquer qu'il faut aller voir tel ou tel médecin, voilà comment ça se passe. Et après le médecin, que lui prenne le relais, que lui soit il connaît déjà, donc là en fait l'outil va plutôt l'aider à prescrire, donc à avoir tout de suite les bons termes sur la prescription et voilà. Et l'outil, donc si il a un peu un doute ou un manque d'information, et là l'outil pourra lui proposer d'autres solutions et lui mettre tout de suite sous la main des vidéos, des photos, les études scientifiques qui sont liées, toutes les informations que dans une consultation c'est compliqué d'aller les chercher si c'est pas directement facilement accessible. Oui, autant que le temps est compté voilà, pendant la consultation. Oui, aussi, un élément qui est quand même très important, c'est que voilà, ils vont dire, par exemple pour moi, il faudrait tel appareil, mais la première fois qu'on nous en parle, l'appareil que j'ai, c'est un releveur de pied. Au début, un releveur de pied, ça veut dire quoi? Ça ressemble à quoi? C'est quoi? En fait, les médecins, le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir tous les appareils pour les présenter aux patients. Ouais, c'est vrai. Donc, ils n'ont rien à dire. Ils ne peuvent pas montrer. Ils disent juste, tiens, tenez la prescription et après, il faudra aller voir tel appareilleur. Donc, ça veut dire que sur ta plateforme, il y aurait une photo de l'appareillage et il y aurait aussi peut-être, je sais pas, une vidéo avec quelqu'un qui porte l'appareillage pour montrer. Oui, suivant ce que les fabricants mettent à disposition. Du coup, ça va représenter un travail énorme de documentation et de classement. Ouais, ça sera de récupérer en fait ce qui existe déjà, parce que en fait toutes ces données là, tout ce que je viens d'expliquer, en fait elles y sont, elles existent, mais il y en a de partout. Il y a sur des sites des fabricants, il y a des études scientifiques, voilà, en fait tout ce travail il peut être fait, mais le médecin il va pas prendre il n'a pas le temps. Il va pas prendre une journée de recherche pour chaque patient quand c'est un cas complexe. Donc moi je l'ai fait pour moi. Après moi j'ai même pas, j'ai passé beaucoup plus qu'une journée et voilà. Donc c'est aider à faire ça. Et après la plateforme aussi, c'est que sur le suivi, c'est pas toujours évident, parce que si l'appareilleur il nous a été conseillé par le médecin, on sait qui appeler. Mais si on n'en est pas content, par exemple sur le premier essai, avoir peut-être d'autres options. Donc aider au suivi et après permettre à ce que la plateforme en fait elle fluidifie en fait toutes les informations entre les professionnels de santé et les patients. Par exemple, donc on a la prescription. Donc la prescription elle reste dans la plateforme. Donc on prend rendez-vous. Donc on fait déjà il y a une demande d'entente préalable à la sécurité sociale. Donc de l'avoir aussi, que ça soit lié à cette plateforme. Comme ça, le médecin, en fait, il sait directement si c'est accepté ou s'il y a un problème. Voilà, s'il y a des modifications à faire. Le patient, il a aussi l'info et il n'est pas en train d'attendre chez lui sans aucune info. Et donc, il sait quand c'est accepté.
Donc il faudrait que ta plateforme, elle fonctionne aussi avec la plateforme de la Sécu. C'est Amélie, non? Ouais, je sais pas. Pour l'instant, je sais pas exactement comment ça serait techniquement, mais je sais pas encore si ça serait possible. Mais oui, idéalement, ça serait bien que de récupérer l'information que cette demande a été acceptée. Et après, que le médecin, lui, il sait pas forcément quand il y a après, il y a des moulages en fait qui sont faits parce que la plupart du temps c'est sur mesure. Donc après il y a des tests, il y a des essayages et le médecin prescripteur il n'en a pas forcément la vision de tout ce qui se passe. Et quand le patient aussi est appareillé. Donc d'avoir simplement en fait sur la plateforme il a sa fiche patient et il voit où ça en fait ce qui se passe, l'avancement. Et après pour le patient aussi l'aider à reprendre rendez-vous, avoir les contacts sur la main, peut-être sous la main des fiches conseils. Et une fois qu'il repart avec l'appareillage chez lui, aussi là de l'accompagner. Et parce qu'en fait, il y a des gens, ils vont avoir, ça va les blesser un peu, et puis ils vont pas avoir forcément envie de retéléphoner donc du coup, ils vont continuer à utiliser l'appareillage et ça va encore plus les blesser ou ils vont tout de suite l'abandonner. Et donc là, on se dit que peut-être avec une plateforme, ce serait plus simple déjà de leur donner des conseils directement sur la plateforme et de les inciter à envoyer un message à l'appareilleur. Et si le contact avec l'appareilleur est un peu compliqué ou si, je sais pas, ça doit aller vers le médecin, de pouvoir permettre ça aussi. En fait, c'est un projet énorme. Parce que l'objectif, il est triple. Tu as facilité le travail des médecins. C'est ça. Rendre tous les appareillages utiles, efficaces pour les patients et que ça leur facilite la vie. Et en même temps, c'est un enjeu de finances publiques. Parce que ça ferait économiser énormément d'argent à l'État, à la sécurité sociale. Parce que ce que tu disais, c'est 1 milliard d'appareillage orthopédique par an qui est dépensé et on ne sait pas combien est vraiment utilisé. Donc si ça se trouve, il y a des millions et des millions à économiser en tout cas pour des appareillages qui de toute façon sont pas opérationnels. Enfin, c'est dingue quoi. Après, ce genre d'études aussi précises, je pense pas qu'elles existent. Il faut les trouver. Je suis sûr qu'il y en a, il y a des études sur tout. Après, pas sûr parce que, moi c'est le cas. Après, j'en avais même pas forcément conscience plus jeune, mais si on ouvre mes placards, et aujourd'hui c'est même plus dans les placards, il y en a certains, ça doit être à la poubelle, mais il y a pas mal d'apparillages qui sont que j'ai porté 1 ou 2 fois, des chaussures orthopédiques notamment, et que j'ai jeté parce que ça correspondait pas, ça m'allait pas, et voilà. Et qu'on peut même pas rendre en plus parce que. Non, et même, mais si je vais les rendre, ils vont me dire qu'ils en veulent pas, qu'il faut les jeter. Après, ce que tu disais, moi je veux. La plateforme, elle va pas agir sur l'appareillage en lui-même. Oui. Ça va pas améliorer l'appareillage, ça va pas améliorer le sur-mesure. Mais son adaptabilité, quoi. Ouais, c'est plutôt d'essayer d'améliorer que si pour un patient, à un moment donné, avec tout ce qu'on a dit avant, il y a un appareillage qui va le plus l'aider. Oui. Et moi, il existe, il est remboursé, et je veux faire en sorte que la plateforme permette ça. Oui, qu'on trouve tout de suite le bon appareillage et pas qu'on en essaie 2-3 avant qui servent pas. Peut-être pas tout de suite, mais en tout cas qu'on ait un peu plus de chance que ce qui se passe dans la vie, pour l'instant. Ouais. Même si on en a déjà une idée assez précise avec la façon dont tu as expliqué ton parcours, quel a été le déclic qui a fait que tu as décidé de créer cette entreprise et de partir sur ce projet ? Le déclic, en fait, c'est que plus le handicap il est présent, plus ça impacte notre vie. C'est que là, aujourd'hui, c'est même avec les appareils que je porte, je suis pas loin d'être en fauteuil roulant, donc c'est vraiment ça le déclic. Et de me dire, j'aimerais peut-être trouver d'autres solutions pour éviter ce fauteuil roulant, alors que de toute façon, j'en utilise déjà plus ou moins un.
J'ai acheté une trottinette électrique à 3 roues où je suis assis. Et en fait, le fait d'avoir ça là, depuis un an, un peu plus d'un an, ça m'a permis de refaire des choses que je pouvais plus faire. Par exemple, j'ai visité Marseille avec un ami. On a fait peut-être plus de 10 km. Aujourd'hui, ouais, je fais déjà difficilement 50 mètres, 100 mètres. Alors 10 km, ça aurait été impossible. Et là, grâce à la trottinette électrique, j'ai pu le faire. Mais voilà, je l'ai acheté moi, c'est pas remboursé par la Sécu. Mais parce que j'avais pas envie, je voulais pas un fauteuil électrique. Parce que je pense que tout le monde a en tête, je voulais pas ça. Et en fait, c'est vraiment ça le déclic de me dire. C'est de te rendre compte que tu te rapproches de la perte d'autonomie dans oui, tes et du déplacements. coup, ouais, après aussi, tout ce qu'on voit aussi maintenant au niveau des exosquelettes. Par exemple, il y a une société française, la société Wondercraft, qui développe des exosquelettes. Donc, c'est même pour des tétraplégiques, paraplégiques. Et du coup, je me dis, ouais, même peut-être pour moi, l'exosquelette, peut-être, pas tout de suite, mais peut-être d'ici 10 ans, en fait, il y aura peut-être presque plus, enfin, je l'espère, mais il y aura peut-être presque plus personne en fauteuil roulant. Ouais. On sera plutôt dans des exosquelettes. Ouais, ça serait. Parce qu'en fait, le fauteuil roulant, si on redevient à la taille d'un enfant, enfin voilà, il y a plein de choses qu'il faut accepter qui sont pas évidentes. Et la position debout, en fait, c'est quand même, enfin, c'est vraiment un truc hyper important à conserver, en tout cas pour moi. Du coup, oui, c'est ça qui a été un peu le déclic pour me lancer. Ouais. Aussi, par rapport aussi à ma vie professionnelle, en fait. Puis je travaille pour la société Casino. Et Casino, donc il y a toute une partie de l'activité qui est en train d'être cédée. Donc je sais que je vais être licencié. Donc en fait, c'est aussi pour ça que ça a été le déclic de me dire, maintenant, qu'est-ce que tu fais et voilà, je me dis, vu que je travaille dans le web, et que je me dis qu'une solution en fait pourrait vraiment aider les choses. Ouais, carrément. Et alors là, dans cette phase de création dans laquelle tu es, est-ce que tu rencontres des peurs par rapport à ce projet que tu veux lancer? Oui, plein. Déjà parce que même si je me dis que ça serait quand même vraiment super bien que ça existe, après il faudra trouver le modèle économique qui va payer l'utilisation de cette plateforme, parce que du coup il va y avoir un coût pour créer cette plateforme. Qui doit être conséquent, parce que ce genre de projet c'est quelques dizaines de milliers d'euros, voire plus. Ouais, je pense que c'est plus en centaines de milliers d'euros. C'est vrai? Je me rends pas compte du tout. Non, c'est plus en centaines de milliers d'euros. Et donc il y a des frais en fait c'est créer une équipe. Il faut avoir des développeurs, des ingénieurs en intelligence artificielle, enfin voilà. Il te faudrait combien de personnes? T'as déjà une estimation de ça? Non, j'ai pas encore d'estimation là-dessus. Et après, il faut la maintenir, cette plateforme. Oui. Donc du coup, avec des frais de fonctionnement tous les mois. Et la peur aussi, c'est que là, j'ai 39 ans. En fait, là, le projet, tout de suite après mes études, j'avais créé une agence web, mais j'étais pas très... En fait, j'avais pas plus de peur que ça. Ouais, j'ai créé une entreprise, voilà, mais je mettais pas grand-chose en jeu. Alors que là, j'ai... Il y a un petit bout de chou, là. J'ai une petite fille de 16 mois. Voilà, une compagne, une maison, un crédit à payer, la crèche, se nourrir. Voilà, donc là, il n'y a pas trop le droit de se tromper. Quand on a beaucoup de choses à perdre, on y réfléchit à 2 fois. Hein, et donc, en fait, c'est pour ça que là, dans la création de mon projet, là, je suis plus dans une phase de valider l'idée, le concept. Ouais. Donc là, j'ai soumis en fait mon projet
à la Société des médecins de rééducation, donc c'est parce que ça serait eux les principaux utilisateurs de la plateforme. Donc mon projet il a été accepté. Donc, il y a 10 projets accompagnés de mai à septembre. Et après on passe devant un jury donc le 1er octobre. Et les 4 premiers projets présenteront leurs solutions donc au Congrès national des médecins de rééducation. Donc là, ce que je cherche, c'est gagner, mais c'est vraiment valider l'idée, le concept, pour après aller plus loin. Et donc, du coup, tu parlais de l'équipe, tout ça. Donc, pour l'instant, j'ai pas du tout encore cette vision, parce que je suis vraiment à l'étape de valider le concept, l'idée. Oui. Mais après, en fait, si, pour moi, c'est validé. Donc, si il y a par exemple un CHU qui est prêt à m'accompagner pour construire la solution, que je trouve, que je pourrais trouver grâce au Congrès national des médecins de rééducation. L'idée, ça serait de trouver 2 cofondateurs dans l'idéal. Donc un directeur technique qui sera en capacité de créer la première version de la plateforme. Donc ce qu'on a dit, un produit minimum viable, d'avoir en fait les principales fonctionnalités, pas la plateforme en entière, enfin une première version de la plateforme, et d'avoir aussi un cofondateur, donc peut-être un médecin ou enfin en tout cas un professionnel de santé, et moi qui serais plus le représentant des personnes en situation de handicap. Et puis le concepteur de l'idée quand même, ce qui est assez énorme. Oui, et puis oui, et faire... après, je le vois vraiment... parce que même si c'est moi qui ai l'idée tu vois, si on parle que derrière une start-up, sur le partage des parts, que ça soit égalitaire, que tu vois, dans l'idéal, je me dis que 3 c'est bien, mais qu'on est tous, même si c'est moi le créateur, que j'ai pas forcément plus de parts que les autres, mais moi je sois le représentant des personnes en situation de handicap, mais pour en fait éviter que la plateforme dévie sur autre chose, pour dire non mais ok, ça c'est très bien, mais moi qui suis en situation de handicap, mon intérêt c'est quand même là. À la fin, en fait, la plateforme, moi ce que je souhaite, c'est qu'elle diminue le taux d'abandon, qu'il y ait un suivi systématiquement. Voilà, donc c'est qu'on garde cette vision, cette mission. Bien sûr. Voilà. Et ouais, l'idée après, ça serait donc de rejoindre un incubateur et après de lever des fonds. Et après, voilà, aller plus loin, faire une nouvelle version de la plateforme et la développer de plus en plus, qu'il y ait de plus en plus de médecins qui l'utilisent, qu'il y ait de plus en plus de patients qui soient orientés sur le bon appareillage et qui aient un suivi systématique grâce à cette plateforme. Après, tu la proposes à d'autres États, puis tu crées une multinationale. Et... Ouais, oui, et l'idée, parce qu'en fait, voilà, je suis français, je parle français, donc, et puis il y a le système de santé, donc on commence par la France, mais une personne qui a la même pathologie que moi, ou un amputé, en fait, je m'en fous qu'il soit aux États-Unis, au Japon, en Allemagne. Si la plateforme, en fait, elle peut l'aider dans ces pays-là aussi, tant mieux, en fait. Indépendamment du système de couverture sociale dans ce pays-là, de toute façon, le but final, c'est quand même que chacun soit appareillé au mieux. Ouais, et de trouver le bon appareillage. Et aussi, en fait, c'est que plus cette plateforme, il y aura d'utilisateurs, plus elle aura de marques dedans, et plus elle sera, plus l'intelligence artificielle, en fait, va pouvoir bien fonctionner. Plus tu auras de données statistiques qui te permettront aussi de viser juste du premier coup. Ouais. Et après, j'en ai pas trop parlé, mais il y a aussi, voilà, on est un peu dans l'idée qu'il y ait surtout le suivi post-appareillage, qu'il y ait des questionnaires de satisfaction, des choses comme ça, pour leur demander est-ce que vous utilisez toujours votre appareillage, voilà. Et en fait, que ces éléments-là, après, en fait, améliorent en fait les algorithmes d'intelligence artificielle pour après... que ça soit un cercle en fait vertueux. Et par exemple, pour tel type de handicap, si l'appareillage ne convient pas, mais qu'aujourd'hui personne ne le sait, peut-être la plateforme le mettra en lumière et du coup, en fait, ça permettrait que l'algorithme propose, ou en tout cas déclasse ce type d'appareillage. Carrément.
Voilà. Ok. Est-ce que tout s'est passé comme tu l'espérais? Donc là, tu en es uniquement au balbutiement, tu n'as pas encore mis ton projet à exécution. Est-ce que déjà, dans la conception de tout ça et dans la préparation de la présentation à ce jury dont tu parlais, est-ce que c'est ce que tu espérais ou c'est plus dur, c'est plus facile, c'est mieux, c'est moins bien, voilà. Ce qui est plus compliqué, après je me disais, je m'étais pas trop fait de plan, donc mais ce qui est complexe, c'est que donc là le projet, en fait pour l'instant c'est un projet plutôt qui est en mode bénévole. Donc là j'ai expliqué qu'on a été sélectionné donc avec la Société des médecins de rééducation, donc ça s'appelle la SOFMER, et une autre entité aussi qui organise, donc ils appellent ça le Réadaptaton, donc c'est le cowork-it, et donc on a constitué une équipe. Dedans il y a une médecin de rééducation, il y a des kinés, un podologue, il y a un psychologue scolaire, il y a un ingénieur en informatique aussi dedans, une déléguée aussi d'une association de malades, de la maladie dont je souffre. Et ce qui est compliqué, c'est d'avancer avec tous ces gens, de les garder motivés. Et vu que qu'on est en mode bénévole, comment les impliquer, comment est-ce qu'ils peuvent faire des tâches ou pas. Voilà, donc finalement, la plupart des tâches, c'est moi qui les exécute. Donc dans le plan initial que j'avais élaboré, j'avais mis quand même beaucoup de choses. Et finalement, je me rends compte que c'est impossible de tout faire. Et que pour l'instant, vu que qu'on est vraiment dans valider l'idée, le concept, il y avait plein de choses que j'avais mis en tâche que du coup j'ai enlevé, que pour l'instant juste pour valider l'idée, le concept, qu'il n'y en a pas besoin. Donc finalement c'est plus complexe que ce que tu imaginais et tu as besoin de simplifier, c'est ça? C'est que je m'étais mis que c'était moi qui avait complexifié les choses. Parce que je voulais être plus prêt rapidement, mais je me rends compte que en fait il faut quand même laisser le temps, que pour interviewer, il y a une grosse phase où j'essaye d'interviewer, faire des entretiens, et en fait c'est très long. Donc en fait trouver les gens c'est long, faire les entretiens ça va, mais après pour décortiquer, récupérer les données, les informations de ces entretiens, ça je me rendais pas compte à quel point ça allait être long et compliqué. En fait. Et je fais tout ça parce qu'en fait la plateforme, l'idée là pour cette présentation, c'est d'en faire une démo de comment elle pourrait fonctionner, donc d'avoir vraiment une maquette où on ait l'impression que la plateforme existe. Donc ça, d'ici le 1er octobre, à ton passage devant le jury. Okay. Et, mais sans avoir la partie technique, mais de montrer comment la plateforme pourrait fonctionner. Ouais. Et l'idée, c'est même pour créer en fait cette maquette, c'est de se servir des entretiens. Là, j'ai expliqué un peu comment elle pourrait fonctionner la plateforme, mais que toutes ces idées, ces fonctionnalités, elles sont venues. Il y avait mon intuition du départ, mais j'ai essayé de la faire corroborer avec les entretiens, et que les entretiens aussi viennent ajouter des informations, pour que ça corresponde aux demandes des médecins, des appareilleurs, Donc au début, il y a des fonctionnalités, je les avais même pas en tête, mais je me dis que ça pourrait aider par exemple les médecins. Donc finalement, ça se passe pas exactement comme tu l'avais espéré, parce qu'il y a aussi plein de paramètres que tu n'avais pas forcément pu anticiper. Comme tu es à la phase de développement de ton projet, il y a l'idée de départ, et après on la confronte à la réalité et on voit ce que ça donne. Et finalement, c'est plutôt une bonne surprise, dans le sens où tu arrives à rendre ça de plus en plus concret. Oui, mais là par exemple, en ce moment, je m'étais dit que je serais dans une phase de créer les maquettes. Donc, et là pas.
Et non, là, pas du tout, pas encore. D'accord. Et donc là, la présentation devant le jury, ça va durer 15 minutes. Donc ça sera très court. Mais ouais, ce que je veux absolument avoir quand même une démo de la plateforme, c'est bien plus parlant que des explications. C'est clair. Ouais. Et donc pour le moment, à l'état où en est ton projet, est-ce que tu considères qu'il y a des choses qui ont planté si oui, lesquelles? Non, je pense que c'est l'avenir qui nous le dira. Ouais. Déjà, la première étape, ce serait de gagner et d'avoir, en fait, gagner parce que c'est un concours, donc. Mais c'est surtout, oui, de se confronter avec les premiers futurs utilisateurs et c'est de trouver soit comme je le disais, soit un CHU ou un centre de rééducation en fait qui veulent co-construire la plateforme avec moi. Ouais. Donc c'est vraiment ça l'objectif. Ouais. Donc pour le moment, on touche du bois, rien n'a planté, parce que tu es dans la phase de construction. Ouais, je pense que en fait là c'est là où j'en suis, ça peut pas être vraiment le cas. Mais du coup c'est bien de... Là, je me confonds déjà en fait à mes premiers utilisateurs et c'est pour éviter de faire quelque chose qui ne corresponde pas au marché. Mais après, oui, la viabilité économique, en fait, ça sera ça le fait vraiment qui va faire que ça puisse fonctionner ou pas. Et ça sera après la première version. Tant qu'on n'aura pas la première version, en fait, ça, on ne pourra pas trop le savoir. Mais là, l'échec, il sera plutôt là. Ah, si on sort de la plateforme et donc l'idée, ça serait plutôt de vendre sous forme d'abonnement et qu'on n'arrive pas à vendre, qu'on arrive à avoir aucun abonnement. Donc les échecs, c'est pas pour le moment. Non, l'échec, c'est pas pour le moment. Et ce qui est un peu compliqué, c'est qu'en fait, avant d'avoir l'échec, puis déjà, il va falloir détecter quand il sera là, l'échec. Mais il faut forcément quand même beaucoup travailler et avoir passé pas mal de temps. Pour avoir une chance d'échouer. Pour avoir une chance d'échouer. Et après, il va falloir aussi être assez clairvoyant pour savoir si c'est échec et du coup il faut arrêter ou s'il faut encore persévérer, que le modèle économique c'était peut-être pas le bon, mais que du coup il faut changer d'angle, où il faut pivoter, faire autre chose, faire pivoter le projet. Donc oui, donc l'avenir nous le dira. Et petit aparté, est-ce que tu es accompagné dans la création de ton projet, de ta future entreprise, pour justement avoir une idée de ta viabilité économique? Donc l'accompagnement, donc il y a là, donc on a été sélectionné le projet, donc il y a un accompagnement de mai à septembre. Ah oui, qui est donc, inclus dans. Oui, okay, donc là on a un mentor, on a deux mentors, donc il y a un médecin de rééducation du CHU de Toulouse et il y a aussi une ergothérapeute du CHU de Toulouse aussi qui fait de la recherche aussi. Et après, en fait, vu que dans le groupe Casino où je suis, on est sur une phase de licenciement, il y a aussi on a un accompagnement par des consultants. Donc la partie viabilité économique, elle vient plus de là. Okay. Un consultant. Ouais, et en plus de tout ce que j'ai déjà dit, par rapport à ce business plan, en fait, donc en mai, j'ai suivi une formation avec la plateforme Ulule de financement participatif et ils font une formation créer, lancer une entreprise à impact. Donc il y a des vidéos, il y a des rendez-vous personnalisés, des rendez-vous de groupe et c'est notamment là-dessus que j'ai pu avoir pas mal d'informations sur créer un business plan. Et après, l'idée, ça serait de rejoindre un incubateur. Donc
Là, il y aura plus, je pense, un challenge justement sur la partie viabilité économique du projet. D'accord. Mais au moins, ça sécurise aussi les choses. Tu ne penses pas comme ça miser des centaines de milliers d'euros et on verra comment ça se passe, quoi. Non. Mais oui. Après, l'idée, forcément, moi, je vais peut-être investir un peu. Mais comme on le disait, cette plateforme, j'entrevois plus que ça soit des centaines de milliers d'euros. Donc, il y aura forcément une phase de levée de fonds pour développer cette plateforme. Mais voilà. Mais en tout cas, pour lever des fonds, il faut montrer qu'il y a un intérêt et qu'il y a un marché et qu'il y a des gens prêts à payer cette plateforme. Voilà, comme tout business model. Ouais, mais c'est parfaitement normal. Et oui. Et alors, au stade où tu en es, est-ce que y a une chose dont tu es le plus fier dans la construction de ton projet? Non, pour l'instant, je suis pas fier de grand-chose. C'est vrai? Si, pour l'instant, là où je suis un peu fier, donc j'ai commencé à communiquer sur le projet sur LinkedIn. En fait, ce qui me rend fier, c'est quand je commence, que je peux aider en fait d'autres personnes qui ont en situation de handicap, en leur disant, tiens, par exemple là au Salon mondial de l'orthopédie où je suis allé à Leipzig, j'ai vu telle solution. Donc du coup, en fait, je suis plutôt fier des conseils que j'ai déjà pu donner aux gens et leur faire entrevoir qu'il existe peut-être autre chose que ce qu'ils ont. Ouais. Et voilà. Du coup, je suis fier de ça. Bah, c'est cool, ouais, c'est vrai que c'est l'essence même de ce projet, quoi, c'est de pouvoir aider un maximum de gens. Ouais. Par contre, de moi, je suis moyennement fier. Je pense que j'aurais pu être, je sais pas, plus rapide, plus... J'ai tendance à dire, tu sais, souvent en développement personnel, ils disent devenez la meilleure version de vous-même. Et moi, j'ai tendance à dire on est déjà la meilleure version de soi-même parce que si consciemment tu te dis non, aujourd'hui je décide de faire de la merde et de faire quelque chose plus tard que je pourrais faire maintenant, c'est bizarre quand même. Donc je pense que tu as fait au mieux. Ouais, tu vois. J'ai fait au mieux avec les connaissances que j'avais à ce moment-là. Bah, carrément. Puis par rapport à ce que tu disais sur ton déclic, voilà, il y a ta petite qui est là et qui pousse à ça. Il y a ta perte d'autonomie que tu as l'impression qu'il se rapproche, les licenciements, tu vois, c'était des choses que tu pouvais pas anticiper. Donc moi, je trouve déjà ton projet, il est hyper fort. Et c'est pas un truc que tu fais comme ça en claquant des doigts. Donc je sais pas. Après, on vient de se rencontrer, hein, je te connais pas, mais ce que tu me dis. Non, mais après aussi, je m'étais fixé beaucoup d'objectifs, beaucoup de tâches, de choses que j'aurais aimé faire. Et oui, effectivement, je travaille toujours. Le fait d'avoir une petite fille de 16 mois, les journées à la maison, on n'a pas tout. Et puis, c'est bien de la voir grandir, de jouer avec elle, de s'en occuper. Donc du coup, forcément, on a moins de temps pour travailler sur son projet. Et quand on est en situation de handicap, en fait, ça crée... il y a des contraintes, je vais chez le kiné, il y a des activités qui sont un peu liées au handicap et que ça prend un peu ça peut prendre plus de temps. Voilà. Et je sais plus ce que c'était la question. C'était par rapport au fait de la fierté que tu pouvais ressentir sur ton projet. Et, voilà. Et quand tu dis que tu n'es pas très fier de toi, je me dis mince, si toi tu n'es pas fier de toi, qui peut l'être, hein. Et donc, ma question suivante, ce serait si tu avais à donner un conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer pour réaliser un de ses rêves, quel qu'il soit, mais qui n'ose pas le faire, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Après, je sais pas si je peux trop te donner de conseils, mais en tout cas, moi, par rapport à mon expérience, en fait, il faut pas avoir peur de l'échec. En fait, il faut vraiment, ou même en fait, parce que les échecs, en fait, ils aident à apprendre. Et donc non, il faut se lancer. J'ai une petite dédicace au patron que j'avais quand j'étais en agence de communication. Et il disait, de toute façon, si tu demandes pas le non, tu l'as déjà. Donc essaye d'obtenir le oui.
Et du coup, je trouve que cette phrase, elle est assez juste. Ouais. Et voilà, donc si vous faites rien, en fait, l'échec, vous l'avez déjà. Donc, essayez d'aller obtenir la victoire de votre projet. Ouais, ça peut être que positif si on essaye, de toute façon. Ouais. Au pire, vous en serez au même point que vous en êtes aujourd'hui. Ouais. Si on peut pousser encore plus loin la présentation de ton projet, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais présenter, mettre en avant, des coordonnées, un contact, une recherche d'informations par rapport à ce que tu disais déjà dans ta démarche, par exemple sur LinkedIn, où tu essaies d'avoir des gens qui te donnent des retours d'expérience, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais proposer ou rechercher? En fait, par rapport, surtout avec les entretiens avec les personnes en situation de handicap, ce que je me suis rendu compte, en fait, c'est que l'appareillage, il y a une enfin, moi, la plateforme, c'est améliorer la sélection et le suivi. Mais en fait, il y a plein de choses, d'autres choses qui fonctionnent pas super bien, comme par exemple la liste des produits remboursés, elle est pas. Il y a des choses qui datent de je sais pas combien de temps, elle n'est pas à jour, donc ça fait qu'il y a des disparités. Par exemple, les appareils que je vais avoir, je sais que dans d'autres régions, ils sont pas remboursés. Enfin, oui, ils sont pas remboursés le même montant, donc du coup, les appareilleurs ne les font pas. Voilà, il va y avoir ce type de problème. Enfin, il y a d'autres problématiques, en parlant aussi avec des personnes amputées. Et en fait, les gens que j'ai fait des entretiens, eux, ils me disent comment on peut t'aider. Et du coup, moi, je me vois mal leur dire aidez-moi sur un projet qui va peut-être se transformer en une start-up et qui va demain peut-être gagner de l'argent. Du coup, en fait, je me suis dit ce qu'on pourrait faire, c'est créer un peu, je sais pas, peut-être une association, une fondation, un peu de patients, justement pour faire prendre conscience de ces problématiques, peut-être après parler à des députés, faire pression, peut-être pour que cette liste elle soit mise à jour. Je sais que les associations, l'association des orthoprothésistes demande depuis un moment qu'elle soit mise à jour, et je me dis s'il y a des patients qui peuvent les aider là-dessus, ça pourrait être bien. Donc voilà, donc je suis en train de créer, donc c'est un deuxième projet en fait en parallèle avec d'autres patients. On repart sur un épisode de podcast là? Non, du coup c'est pas, non parce que c'est la même chose, mais là le but c'est pas de gagner, de l'argent, mais c'est améliorer le système et du coup oui en fait ça j'en suis finalement dans ce que j'en suis fier, c'est de ça aussi. Ah non, c'était la question précédente. Ouais, et parce que du coup, en fait, je vois qu'il y a d'autres personnes en situation de handicap que ça leur parle, ce que je veux faire, qui ont envie de m'aider. Et donc du coup, ces personnes-là, elles pourraient te contacter où? Sur LinkedIn? Sur LinkedIn, ouais. Sur LinkedIn. Donc Sylvain Grousson, il faut me chercher sur LinkedIn. Je mettrai le lien de toute façon, je mets toutes les explications en description du podcast. Et voilà, et du coup, en fait, même si mon projet premier est un échec, que la start-up elle a pas pu se créer ou que, enfin voilà, je me dis si on a pu créer un groupe de patients, qu'on a pu faire peut-être avancer les choses auprès de députés ou même faire connaître certains appareillages, par exemple, je sais pas, sur LinkedIn ou autre, en fait, ça sera une victoire, en fait. Ok, c'est vrai. De toute façon, amener l'information à un plus grand nombre et voilà. Cool. Écoute, je pense que ce sera le mot de la fin. Déjà un joli mot. Ouais, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis je te souhaite la plus grande réussite possible et je croise les doigts pour toi pour le 1er octobre. Ouais. Alors l'épisode sera diffusé après, donc peut-être que je ferai un ajout aussi pour donner le résultat. Ok, oui. Ouais. Et avec puis plaisir. D'ici là, on est encore au mois d'août, donc d'ici là, travaille bien et puis j'espère que tu arriveras à tes fins. Ok, merci beaucoup. Merci à toi.